Bonjour Acolino Morel. Bonjour. Pendant 2 ans et demi, vous avez été le conseiller politique du président de la République François Hollande à l'Élysée. Vous occupiez un bureau à côté du sien. Vous étiez dans le secret des dieux. Vous publiez un livre. Comment en est-on arrivé là? Il s'appelle L'Abdication, publié chez Grasset. C'est un événement. Vous diriez aujourd'hui finalement que François Hollande est le symbole de cette gauche irréconciliable que l'on voit aujourd'hui entre Manuel Valls et Benoît Hamon? Il est un symbole, oui, et une incarnation d'une gauche libérale qui longtemps n'a pas voulu dire son nom ni assumer ses convictions. Et qui, à un moment donné, arrivé au pouvoir, dans le cas de François Hollande, a tourné le dos à ses engagements pris lors du discours du Bourget et a conduit à partir de septembre, octobre 2014, la politique libérale pour laquelle, en fait, il n'avait pas été élu, mais qui était au fond de sa personnalité, de ses engagements, de ses convictions de jeune homme. Vous employez un mot plus grand, Acolino Morel, vous dites c'est du mensonge. Non, Il a été élu sur un mensonge. J'ai utilisé ce mot parce que beaucoup d'autres gens ont utilisé un mot bien pire ou bien plus dur, qui était le mot de trahison. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne crois pas que avoir tourné le dos, comme l'a fait François Hollande, à ses engagements du Bourget, ait constitué en soi une véritable trahison, parce que pour trahir quelque chose, il faut y avoir cru un tant soit peu, et que je pense que la conviction profonde, politique, de l'homme Hollande, du président Hollande, est un libéralisme qu'il qualifierait de gauche, mais un libéralisme qu'il a longtemps, mis de côté, et qu'il a fait ressurgir au moment où il a accédé au pouvoir. Oui. Vous dites on pourrait pardonner tout à François Hollande, son manque de charisme, sa malchance avec la météo, ses hésitations, cette situation-là, sauf qu'on ne peut pas lui pardonner cette abdication. Mais vous ne pouvez pas, en démocratie, convoquer quelques 45 millions d'électeurs, faire une campagne telle qu'elle a été faite, une magnifique campagne, victorieuse, sur des thèmes qui étaient des thèmes de reprise de contrôle de l'économie par le politique, de remise en question du cadre européen avec une relation de vérité et d'égalité, pour reprendre les mots de François Hollande, entre la France et l'Allemagne, reprise en main de la finance devenue folle, pour ensuite dire, au bout de 6 mois, 9 mois, eh bien non, ce pouvoir que vous m'avez confié, je ne l'exercerai pas. C'est là la raison principale de la rupture d'opinion qu'on a pu observer très vite, très tôt, au bout de 6, 9 mois maximum, peut-être 1 an, si on veut être vraiment indulgent, entre les Français et leur président. Vous dites il a mimé le volontarisme, il a mimé le patriotisme, il a singé le volontarisme. Je vais vous rappeler 2 phrases qui sont au cœur du discours du Bourget, et vous comprendrez pourquoi on peut ensuite avoir un jugement qu'on pourrait estimer dur. La première phrase, c'est au Bourget, François Hollande dit « Ce qui est en cause dans cette élection, c'est la souveraineté de la République face au marché et à la mondialisation. » Donc c'est le volontarisme politique le plus fort. Et la seconde phrase, c'est « La France n'est pas un problème, la France est la solution. C'est le patriotisme économique. » Eh bien, sur le volontarisme politique et sur le patriotisme économique, tous les Français ont compris très vite que le président avait effectivement renoncé à exercer ce pouvoir-là. Et qu'il allait, en revanche, on va dire les choses simplement, gérer les affaires, gérer la gestion. Mais la gestion, ce n'est pas le pouvoir. C'est autre chose. Gérer, et puis ensuite, quand il a eu, je dirais, les mains libres, quand il s'est senti prêt pour le faire, personnellement et politiquement, il a conduit une politique que chacun a pu constater, qu'on peut approuver ou désapprouver. La politique libérale, le tournant social-libéral. Plus loin que ça, vous dites, il voulait le pouvoir, mais il ne voulait pas l'exercer. Bien, oui, parce que ce pouvoir qu'il a demandé au peuple et que le peuple lui a confié, il était fondé sur ce que je vous ai dit. La remise en cause de l'étau libéral européen qui enserre la France depuis 30 ans, la reprise de contrôle de la République sur l'économie, et cela, il ne l'a pas fait. Et c'est ça qui a créé la béance entre le peuple de gauche, puis le peuple tout court, et François Hollande. C'est cet écart considérable entre les paroles et les actes. Oui, mais alors aujourd'hui, il y a une clarification au Parti Socialiste avec cette victoire de Benoît Hamon. C'est la victoire, finalement, vous êtes proche de Montebourg, vous avez été proche de Manuel Valls. C'est qu'au fond, c'est la victoire des frondeurs. C'est la victoire, je crois, de personne. Parce que vous voyez bien la situation aujourd'hui pour le Parti Socialiste. Vous avez un parti qui n'est... J'espère qu'il va se rassembler. Je pense que chacun doit prendre sa responsabilité dans cette entreprise de réunification. Mais on voit bien que les tensions sont grandes et que les différences sont réelles. Mais pourquoi? Parce que pendant 30 ans, on n'a pas parlé des vrais problèmes. C'est une gauche irréconciliable. Je ne sais pas si elle est irréconciliable, mais la première chose indispensable, si ces deux gauches veulent se réconcilier,
c'est de se parler et de parler des vrais sujets. Le 11 janvier, le jour où mon livre a été publié, Christiane Taubira a donné un entretien au magazine numéro 1, où elle dit aujourd'hui la gauche, elle est même plus dans le reflux, elle est dans le ressac de ses propres renoncements, et, nous dit-elle, il faut qu'elle réapprenne à se parler, à se quereller même, et à débattre, parce que la querelle, le débat, au fond des choses, font partie des valeurs de la gauche. Et nous ne l'avons pas fait. Et je vais vous donner l'exemple le plus important, l'exemple le plus fort. Après le référendum de 2005, lorsque le peuple français, le 29 mai, a voté largement contre le traité constitutionnel européen, et que les électeurs de gauche, encore plus, dans une proportion encore plus grande, 60-70%, ont voté contre. Alors même que le Parti socialiste avait, dans ce référendum interne, voté pour. Qu'a-t-on fait de ce constat? A-t-on essayé de comprendre ce qui s'était passé? A-t-on voulu débattre? Non. On a mis ce débat pourtant noble, pourtant fondamental pour l'avenir du PS, de la France et de l'Europe. Oui. On l'a mis de côté pour gagner les élections qui arrivaient. Aujourd'hui, nous sommes parvenus au moment où ces débats-là, ces débats fondamentaux, ne pourront plus être éludés. Oui. Il faut se dire les choses entre hommes de gauche, entre socialistes, si l'on veut rester ensemble. Que va faire François Hollande? Vous le connaissez bien. Il va aller soutenir Emmanuel Macron? Il va soutenir Benoît Hamon? Le président de la République fera ce qu'il voudra. Je crois que son inclination personnelle, au vu de ses idées, sera à un moment donné, je le pense, de soutenir Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'ils pensent la même chose. Ce sont tous les deux des libéraux de gauche, dirons-nous, en tout cas, qui se proclament comme tels. Et puis, pour une raison encore peut-être plus forte, c'est que Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le fils spirituel de François Hollande, c'est son héritier politique. Oui. Donc, je crois que la logique humaine et la logique politique conduiront le président à un moment donné qu'il choisira, lorsqu'il voudra s'exprimer, je pense plutôt à soutenir Emmanuel Macron. Vous avez été viré, on va le dire très franchement, de l'Élysée pour une affaire. Vous avez fait cirer vos chaussures à l'Élysée. Une fois. Une fois. Vous le regrettez, vous dites c'est une faute. Ah bah c'est pas une faute, c'est une ânerie. Et je pourrais utiliser un mot un peu plus grossier que chacun. Mais vous dites François Hollande m'a menti, il a été très dur. Écoutez, il est venu ce cireur de chaussures, puisque vous en parlez, c'est une affaire qui n'a aucune importance, sauf pour moi, parce que j'en ai payé le prix, et pour ma famille. Mais il est venu une fois, je l'ai payé. Ben, je veux bien considérer que c'est une faute, mais c'est une faute, vous comprendrez bien, dans l'ordre du symbole. Ça s'est produit en avril 2013. J'ai été viré, comme vous le dites, en avril 2014, pendant un an. Le président de la République qui a été informé de ces faits. Vous n'entrez pas à l'Élysée comme dans un moulin. Vous devez signer un registre. Vous continuez de vous sourire alors qu'il savait qu'il allait vous virer. C'est ça que vous dites? Je ne l'ai pas dit, je l'ai écrit. Donc c'est quoi? Ça reflète quoi de l'homme? Sa solitude du pouvoir aussi, sa solitude et son tempérament, qui est un tempérament qui n'aime pas et qui fuit les situations conflictuelles. Par ailleurs, je pense que pour des raisons, pour le coup, proprement politiques, et qu'il avait parfaitement le droit de nourrir, il avait constaté ce qui était exact, que le désaccord politique entre nous deux était de plus en plus grand et était devenu, même d'une certaine façon, insupportable. Oui. Mais j'aurais préféré, j'aurais aimé qu'il me le dise de manière, je dirais, en face à face, et que nous nous séparions de façon, je dirais, plus convenable que cette espèce d'expulsion, de liquidation très violente. Mais c'est une violence qui, d'une certaine manière, témoigne aussi d'une faiblesse. Merci beaucoup, Aquilino Morel. Ça s'appelle L'abdication, votre livre événement. Comment en est-on arrivé là, publié chez Grasset. Merci d'avoir été notre invité. Merci.